Henri Guénaud, ça veut dire que, en fait, cette concession au Parti socialiste n'aurait pas dû être présentée comme telle par Sébastien Lecornu ? Non, il fallait abdiquer tout de suite. L'erreur, elle est originelle. Bon, pour les trois qui ont gouverné, on commence par s'adresser à l'opinion et par dire voilà, comme une concession à l'opinion, si vous voulez, mais pas une concession au parti. Et puis après, vous faites votre gouvernement en fonction des fondements que vous avez exposés aux Français. Bon, mais vous commencez pas par vous enfermer dans les partis, parce que compte tenu de la configuration de l'Assemblée, compte tenu de ce que nous apprend l'histoire, ça n'est pas possible. C'est-à-dire, vous n'arriverez jamais où vous faites des concessions aux uns ou aux concessions aux autres. En fait, vous en faites à tout le monde et vous passez votre temps à marchander. Alors, au bout de 3 semaines, là, pour prendre le dernier cas, mais c'était vrai pour Barnier, c'était vrai pour Bayrou, au bout de 3 semaines, on vous sort un gouvernement qui a l'air d'être sorti d'avant les élections législatives. Fantastique. Bon, et ça dure 14 heures, quoi. Extraordinaire, quoi. Je veux dire, à partir de là, vous êtes sur une pente descendante. Enfin, vous pouvez pas faire autrement. Que pensent les Français ce soir, Henri Guénaud ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ça, je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents que la réforme des retraites soit abrogée. Voilà. Okay. Et ils sont pas tous de gauche, croyez-moi. Croyez-moi, ils sont pas tous de gauche. Éric Nolot. Et ils sont pas tous irresponsables non plus. Oui. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, évidemment. Mais vous êtes pas inquiet pour la valeur de la parole politique, que le même camp qui vous présente une réforme comme vraiment indispensable, et encore en disant on aurait dû aller plus loin, quelques mois plus tard, pour des raisons assez misérables, vous dit on balance tout. Ça vous paraît pas bizarre ? Les raisons sont pas forcément totalement misérables, parce que je pense que la dissolution... si c'est misérable, c'est un marchandage. La dissolution, mais ça, ils se sont mis dans cette situation. Je vous dis pas le contraire. C'est la première chose. Et la dissolution, pour moi, n'est pas du tout une solution. Elle va créer une situation qui va être encore pire. Et puis le départ du président de la République dans les circonstances actuelles serait une catastrophe pour les institutions. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais que tout le monde a envie sur ce dernier point, je suis d'accord avec vous. D'avoir la peau de Macron, mais il y a aussi les institutions. Vous savez, ça me rappelle la gifle au président. Quand on a giflé le président, j'ai été scandalisé. Pas parce que j'aime Monsieur Macron, mais parce que quand on gifle le président dans un pays et qu'on trouve ça normal, ça veut dire que vous pouvez plus expliquer à un gosse qu'il n'a pas le droit de cracher sur le gendarme ou de gifler son prof. Non, mais sur cette histoire de parole politique, de la valeur... Mais oui, mais ça, moi, la parole politique, elle est en danger depuis 2017. Oui, d'accord. Voilà, elle est en danger depuis que le bloc central et le macronisme est arrivé au pouvoir. Alors, elle était déjà pas très bien avant, mais voilà, petit à petit, les politiciens ont pris toutes les places et on a un président de la République qui n'a jamais pris la mesure de sa fonction. S'ils avaient dit moins de sottises, s'ils s'étaient pas enfermés dans l'idée qu'ils avaient raison sur tout et que personne ne pouvait les désavouer, on n'en serait pas là. Mais c'est maintenant, vous allez ni la sauver, ni l'abîmer davantage. Ce qui l'abîme davantage aujourd'hui, c'est le spectacle que donne la vie politique française. Voilà, c'est-à-dire le retour aux pires heures de la 3e, aux pires heures de la 4e, peut-être aux pires heures de la 2e. C'est hallucinant ce qu'on voit. Hallucinant. Et ça tue. Et ils continuent parce qu'ils se rendent pas compte de ce que ils ne pensent pas à ce que voient les gens. Voyez-vous? Ils voient quoi, les gens? Les gens, ils voient ce spectacle et eux, ils sont dans la pièce. Et dans la pièce, ils voient pas. D'ailleurs, ça les intéresse pas. Ils pensent que tout ça n'a pas de conséquences autres que ce qui va se passer demain. Est-ce que je vais garder mon siège? Est-ce que je vais garder ma place? Est-ce que ou est-ce que je vais garder mon pouvoir pour le président de la République? Il y a aucune. J'ai fait une interview dans le Figaro hier. C'est intitulé Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il y a un tas d'imbéciles qui vont dire « Ah non, je leur pardonne rien. » Deuxième degré est devenu impossible dans la... C'est risqué, en tout cas. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Tout le monde pense que c'est des complots, des arrière-pensées machiavéliques. Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils font. Il y avait une très jolie formule... Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Henri Guénaud. Oui, c'est le Christ qui a dit ça. Vous avez les accents liturgiques. Voilà. Mais oui, on va écouter... mais juste une dernière remarque. J'ai perdu le fil de votre raisonnement, pardon. Mon raisonnement, pardon. Mais oui, mais voilà, vous me... je rappelle la parole de Christ, et vous êtes perturbé. Une citation de Régis Debray, il dit « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. » Eh bien, aucun d'entre eux ne veut les conséquences de ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas d'homme d'État. Mathilde Panot, qui s'adresse à Sébastien Lecornu cet après-midi à l'Assemblée. Votre présence devant nous est un affront. Ah bon? Monsieur le Premier ministre, votre présence devant nous est un affront à la démocratie. Vous avez déjà été censuré 2 fois par cette Assemblée comme membre des gouvernements Barnier puis Bayrou, et pourtant vous voilà consacré Premier ministre. Le 3e locataire de Matignon en moins d'1 an, contrat court, bail précaire, le macronisme face à lui-même. Devenu Premier ministre comme
on entre dans les ordres. Parti lundi, soi-disant en dernier des gaullistes, revenu vendredi en dernier des fidèles. Vous voilà ici sous la contrainte du chef. Voilà pour Mathilde Panot de la France Insoumise. Je rappelle qu'effectivement, c'est désormais le Parti Socialiste qui est l'arbitre des élégances. On attend la prise de parole d'Olivier Faure, puisque c'est en fonction des socialistes, du vote des socialistes, que la motion de censure sera adoptée ou non jeudi matin. On a été rejoint par Dominique Régnier. Bonsoir Dominique Régnier, ravi de vous accueillir, directeur général de la Fondapol. Le spectacle auquel nous assistons depuis une dizaine de jours a quel impact dans l'opinion publique ? Je pense que tout le monde peut l'imaginer. Hein. C'est une profonde déception, une colère. Je crois aussi qu'on peut penser que beaucoup de citoyens se détournent de la politique, dans un pays qui a la passion de la politique, mais beaucoup se détournent de la politique. Et d'une certaine manière, au fond, les Français ont tourné le dos à leurs gouvernants et à leurs élus, malheureusement. Et c'est pas quelque chose qui va revenir si facilement. Tout ce à quoi on a assisté, depuis la dissolution au moins, hein, tout ce à quoi on a assisté, je pense, on peut le dire, on utilise souvent ce mot, mais sidère les Français. Et c'est un peu comme la rupture d'une relation amicale ou amoureuse, c'est-à-dire qu'une fois que c'est rompu, c'est rompu. C'est rompu, on peut pas. On peut revenir en arrière. Faire des efforts, mais ça marche pas comme ça. Donc là, je ne vois pas à partir de quelle force, à partir de quelle figure, à partir de quel projet on pourrait ramener les Français vers ce souci, cet intérêt, je dirais pas passion, parce que c'est pas forcément un bon terme, mais cette préoccupation pour la politique qu'ils ont depuis longtemps. Je ne sais pas si cela peut revenir, et ce serait pas forcément un mal si nous avions une autre manière de vivre ensemble, mais là, je crains que ce soit un vide que l'on ressente. On va juste écouter Sébastien Lecornu, pour nos auditeurs et les téléspectateurs. Il estime que on évite la crise de régime en faisant ce qu'il a fait. Écoutez-le et on va voir ce que vous en pensez. J'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République parce que la France doit avoir un budget, parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre sans attendre, c'est un devoir. Je l'accomplirai sous certaines conditions qui découlent d'évidence de la composition de cette Assemblée. Certains aimeraient voir cette crise parlementaire virer à la crise de régime. Cela n'aura pas lieu grâce aux institutions de la Ve République et à ses soutiens, mais cette crise a des racines. En vérité, plus qu'une crise, je crois que nous changeons de monde, créant des fractures tout aussi locales que mondiales et des bouleversements géopolitiques majeurs. Voilà pour Sébastien Lecornu. Dominique Régnier, vous pensez qu'on évite la crise de régime ou qu'on est en plein dedans ? Je pense qu'on est au bord de la crise de régime. Elle a été repoussée de quelque temps. Là, je ne sais pas de combien de temps. Mais de toute façon, ce vers quoi nous marchons, de mon point de vue, c'est la crise de l'État. Qui est d'une certaine façon plus grave que la crise de régime. Je ne dis pas, c'est difficile d'évaluer ces choses-là, mais je ne dis pas qu'il suffit de changer de régime pour résoudre une crise de régime. Pas du tout, hein, ce serait vraiment une catastrophe. Mais la crise de l'État, ce sont des crises profondes qui durent très longtemps et qui peuvent ruiner un pays pendant des décennies. Donc c'est un peu curieux de dire cela. On évite la crise de régime. Ce qui m'a frappé, moi, aujourd'hui, je comprends la situation dans laquelle se trouve le Premier ministre. Ce serait épouvantable. C'est quand même assez largement, pour les conséquences immédiates, la dissolution. Il a peu à faire de plus que ce qu'il a fait avec les ressources qui sont les siennes sur le plan politique. Mais il a passé beaucoup de temps dans son discours, enfin beaucoup de temps, il n'a pas parlé si longtemps que ça, mais enfin il a passé du temps en tout cas à décrire tous les grands sujets sur lesquels il voulait se pencher. Mais on comprend très bien la liste, que nous n'aurons jamais la possibilité, ni les majorités, ni le temps même pour délibérer et décider sur ces grandes questions qu'il a listées et qui nous tiennent à l'écart de la marche du monde. Ça, c'est tout à fait saisissant. Ramener le déficit à 4,5% du PIB, l'importance de la valeur travail, tout ça, ce sont des choses qu'il a effleurées. Beaucoup de choses. Mais il y a tant de choses à faire avec un président affaibli comme jamais. On a appris aujourd'hui, à la faveur du baromètre IFOP pour Paris Match, que Emmanuel Macron sortait du top 50 des personnalités préférées des Français. C'est la première fois depuis la création de ce baromètre, en 2003. Le président de la République ne fait pas partie des 50 personnalités politiques préférées des Français, Dominique Régnier. Il y a quelque chose d'énigmatique dans ce qui se passe. Et je ne sais pas si le président se rend compte que plus notre pays va mal,
plus il paraît s'en éloigner pour s'occuper de fonder un État qui n'existe pas. L'État palestinien ? Oui, moi ça me frappe ça. Cette espèce de chemin parallèle. C'est le chef de l'État, le président de la République française, et il passe beaucoup de temps, encore hier, beaucoup de commentaires de sa part nous arrivaient par les dépêches sur les efforts qu'il déploie avec ses collègues pour reconstruire Gaza, mettre en ordre les lieux, organiser la police, la sécurité. Ce sont ces mots que l'on voyait défiler dans les déclarations et les dépêches. Et donc, j'imagine que pour beaucoup de nos compatriotes, c'est un peu comme si pour la première fois, un chef de l'État élu, président de la République, décidait au fond de laisser son pays pour s'occuper de l'autre, comme s'il avait abandonné son peuple en quelque sorte. Et donc je suis pas très étonné qu'il y ait ces effets d'opinion. Il n'y aura pas d'autre chose que des effets d'opinion puisqu'il n'est plus candidat. Et j'ajoute que son investissement sur Gaza, qui dépasse les capacités de la France, de toute façon, c'est Trump qui a mené tout cela, et son investissement n'est pas sans conséquences négatives ici, parce que la question palestinienne, qui est une question qu'il faut traiter, sur laquelle il faut discuter, sur laquelle on peut avoir des points de vue divergents, mais c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est un conflit religieux, idéologique, qui est en train de s'enquister et qui va nous accompagner, je crois, pendant très longtemps. Et qui nourrit l'antisémitisme. Qui va compliquer des formes d'intégration qui avaient lieu. Enfin, tout est défait à partir de ça. C'est pas le seul responsable, le président Macron, par cette politique-là, mais enfin, il l'a mené, je trouve, d'une façon maladroite. Et finalement, le résultat, on ne peut pas dire qu'il en soit l'auteur. Henri Guénaud, on assiste au crépuscule d'Emmanuel Macron. Oui, je pense même qu'on a dépassé le crépuscule, mais je ne sais pas comment ça va finir. Il reste encore malgré tout 1 an et demi à tenir. Je sais pas, moi je ne souhaite pas qu'il parte, encore une fois pour des raisons institutionnelles, et pour l'avenir, parce que le jour où on aura perdu la fonction présidentielle, je me demande comment on arrivera à redresser le pays. Le pays aura besoin d'un pouvoir fort. Alors, soit ce pouvoir, il sera celui de la Ve République, encadré par les institutions, soit il se jouera en dehors de l'urne et en dehors des institutions. Donc dans la rue. Mais oui, ouais, c'est la petite nuance que je voudrais introduire sur le jugement de Dominique Régnier au début de la conversation. Les Français se sont détournés de la politique, mais moi je sens là depuis une dizaine de jours un vrai changement. C'est-à-dire que ils sont plus indifférents, ils sont remontés, ils sont très en colère. Voilà, et la violence monte. Ce qui nous attend, c'est pas. Je pense que ce n'est pas l'indifférence. Ce qui nous attend, c'est la violence. Voilà. C'est-à-dire si on n'arrive pas, si les politiciens, les institutions n'arrivent pas à trouver une sortie qui est en train de se passer et à trouver les moyens, les caractères, les hommes pour essayer de redresser le cours de l'histoire de notre pays, on va aller vers la violence, voilà. Et de la violence sortira un grand besoin d'ordre et donc une figure qui sera peut-être avenante, peut-être pas. Dominique Régnier, vous partagez l'analyse d'Henri Guénaud? Enfin, moi, sombres qui nous attendent. De toute façon, nous sommes dans une situation de grand risque, c'est évident, ça, on le voit bien. Et rien de ce qu'il faut faire n'a été vraiment entamé. Sur la question des retraites, je rappelle que les retraites coûtent 406 milliards par an et que nous levons 260 milliards. Il manque 140 milliards. De toute façon, c'est pas tenable. Je ne sais pas comment, à quel moment les choses vont s'ajuster, je ne sais pas, à quel moment ça va se briser, mais nous ne pouvons pas, ça ne peut pas. Et là, on a bien compris tout à l'heure que les accords qui ont été passés conduisent à reporter, alors à très très loin en réalité, cette réforme que tout le monde a réalisée partout, peut-être 2029, 2030 peut-être véritablement. C'est-à-dire qu'au fond, entre la décision de François Mitterrand mettre la retraite à 60. Voilà, et puis la sortie de ce tunnel de 50 ans, on aura perdu pratiquement toutes nos capacités à investir, à rester puissant, à peser dans le monde qui vient. Donc je suis pas là de penser que c'est pas rattrapable. C'est quand même c'est des sommes considérables. Je vois pas où on va les trouver. Il y a de moins en moins de personnes. Vous savez, je vais vous donner une projection qui va faire sursauter, mais quand on projette le taux de fécondité actuel de la France sur 4 générations de 30 ans, dans 120 ans, il y a 37 millions de Français qui habitent ce pays.
37 millions. Dans combien de temps? Dans 30 ans. 120 ans, 4 générations de 30 ans. C'est pas loin. Il y aura 37 millions de Français si nous maintenons ce taux de fécondité. Il y a des chances qui baissent. Oui. Et donc, ça signifie que... Donc la France est foutue. Je ne sais pas comment on fait. Si on avait fait cet exercice en 1937 ou 38, on n'aurait jamais eu les 30 Glorieuses. Enfin, là, malheureusement, Henri Guénaud, je sais que ça, c'est considéré comme quelque chose de très solide. La plupart des pays du monde sont en transition démographique, c'est pas l'objet de la discussion, mais c'est partout, avec des niveaux de départ qui sont plus ou moins hauts. Et la transition démographique pour la France, il y aura 90 millions d'Européens dans 120 ans. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'immigration, etc., il y aura 190 millions d'Européens. Il y a 90 millions d'Européens, pardon. Donc c'est quelque chose qui est déjà... En démographie, c'est difficile à faire, mais en admettant que ça se passe, notre grand problème ne va pas être celui des retraites, ça va être celui du vide européen ou du vide occidental par rapport au problème du reste du monde. Je ne pensais pas aux retraites, là. Je pensais au fait que le simple fait de perdre sa population, qui est le devoir premier d'un État, c'est une façon de souligner quand même la gravité d'un problème. Et c'est des questions que les politiques n'ont pas traitées depuis 25 ans.